On remercie Foulk qui a fait un don de 15 euros. Est-ce que ça marche? Ça marche. Incroyable. Excellent. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Moi j'étais un petit peu là tout à l'heure, mais peut-être pas toi, Jean. Non, moi j'étais pas là aujourd'hui. J'ai D'accord. pas trouvé de créneau, il y avait trop de monde qui streamait. Donc on accueille Jean Massier, que vous connaissez, qui a déjà assuré quelques heures d'antenne sur ce stream reconductible. Et on accueille l'invité du jour, parce que jusque-là on a quand même réussi à avoir un invité par jour, ce qui est pas mal. C'est Clément Viktorovitch, qui nous a beaucoup été réclamé par la communauté. La communauté. Bonsoir Victor. Bonsoir Clément. Non, mais tout le monde se plante, je suis pas le premier à me planter. Non, t'es pas le premier, mais t'es le premier à te planter aussi vite quand même. Là, c'est un... Salut Usul, salut Jean, salut tout le monde. Salut Clément. Alors, je disais que t'avais été très demandé. T'as percé là, hein? J'ai vu l'article dans Libé hier. T'as un article de Robin Andraka hier dans Libé? Oui. Non, on va pas parler de cet article. Du coup, j'ai envie d'aller le lire. On va pas parler de cet article, mais j'ai percé, j'en sais rien. Oui, enfin comme quelqu'un qui a été recruté à 20h sur Canal+, donc forcément ça fait un surcroît de visibilité. Mais t'avais déjà percé avant, l'article revient là-dessus, sur ce moment où t'avais recalé Eugénie Bastier. On te connaît pour apporter sur les antennes un petit peu de bon sens, hein, pas dans le sens de droite, genre le bon sens, ah bah quand même ma bonne dame, ça a toujours été comme ça. Non, plutôt du bon sens, genre bah si on n'a pas de chiffres on dit rien. Ce genre de bon sens qui manque parfois à ces plateaux enflammés auxquels pourtant tu as participé. Donc t'as été découvert à ce moment-là, mais pourtant t'avais pas fait que ça. Est-ce que tu peux nous parler de comment t'avais démarré aussi sur YouTube? Parce que t'es un peu un YouTuber quelque part aussi. Écoute, je suis un YouTuber, un YouTuber refoulé en quelque sorte. En fait, moi, j'ai commencé ma thèse en 2008, quelque chose comme ça. Je travaillais sur la délibération parlementaire assez vite. Plus largement, je me suis intéressé à la rhétorique, à l'analyse du discours. Et je me suis rendu compte que, en termes de matériaux, de matériaux sur l'analyse du discours, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait très peu de ressources. Il y avait aucune vidéo. Il y avait même peu de choses lisibles sur Internet. Et d'ailleurs, il y a même en l'occurrence un vide dans la bibliographie. Et à ce moment-là, je m'étais dit, bah, il y a quelque chose à faire, quoi, simplement pour tout le travail que moi j'avais fait, qui était quand même long et fastidieux, qui consistait à travailler sur la rhétorique en revenant sur Cicéron, Aristote, Chaim Perelman. Bon, c'est intéressant, mais tout le monde n'a pas le temps de faire tout ça. Je m'étais dit, ben, ce serait bien de pouvoir mettre ça un peu sur la place publique et filer un coup de main à ceux qui veulent gagner du temps et quand même appréhender les concepts rhétoriques. Et à l'époque, je m'étais dit, faisons cela sur YouTube, à une période où Norman venait tout juste, enfin Norman Cyprien commençait à bien percer sur YouTube, mais c'était vraiment les premiers. Toi, c'était le moment, toi Usul, c'était le tout début du 3615 sur jeuxvideo.com. Et je sais que moi j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube. Toi, tu devais faire tes vidéos depuis quelques mois, quoi. Et donc, j'ai fait quelques vidéos sur YouTube, sur une chaîne qui s'appelait Aequivox à l'époque. Oui, je m'en souviens. Voilà, enfin d'ailleurs, ça marchait pas trop mal. On a un top 5 des humiliations politiques qui était devenu millionnaire en vues assez vite. Et puis c'est chez toi, je vais t'emmerder 2 secondes Clément, mais c'est chez toi que ça fait tudup. Ouais, c'est chez moi que ça fait bébé, c'est en train de me rendre ouf. Comment je fais pour Tu vas dans paramètres utilisateur, la petite roue en bas. Ou alors tu mets un casque. Tu vas dans notifications. mais j'ai tu pas décoches absolument tout. Je vais dans paramètres utilisateur. Parce que Oh là là. si tu mets un casque, t'auras les tudup juste dans ton oreille à toi, donc ça va te rendre fou toi, mais le chat. Ah, ok. Ouais. Tu vas dans Ça y est, je l'ai. tu décoches Préférence. absolument tout. Voilà, tu décoches. Et dans préférence. Ensuite, je vais où, vous m'avez dit? Dans notifications. Tout à fait. Ah ok, d'accord, ça y est, je vois. Hop. Ouais, tu décoches tout, Voilà. tout. On précise pour les gens qu'il a téléchargé Discord exprès pour vous, hein. Les gens. Putain, ça fait un de ces bordels. Quel coche. Arrête de jouer avec les boutons. L'enfer. Ok, normalement c'est bon. Nickel. Ouais, ok. Bon, Oh, très bien. putain, c'est bon.
Alors, toi, t'as un avantage du coup sur beaucoup d'autres gens sur les plateaux de télé, c'est que ton objet d'étude peut aussi te servir pour faire le malin toi-même. Ça c'est pas mal. Ben, en quelque sorte, ouais, en quelque sorte. C'est-à-dire que, mais en fait, c'est un avantage très relatif. Je sais que c'est un commentaire, par exemple, que je vois beaucoup tourner en dessous des chroniques que je fais en ce moment pour Click. Il y a des gens qui s'interrogent, mais à juste titre, d'ailleurs, ils ont raison de le faire, en se disant, mais tout de même, voilà, un homme qui prétend décrypter la rhétorique. Comment puis-je savoir s'il ne fait pas de la rhétorique lui-même? Bien sûr que je fais de la rhétorique moi-même, mais par définition, parce qu'en fait, on fait tous de la rhétorique nous-mêmes. La rhétorique, c'est l'art de l'argumentation, et on passe tous nos journées à argumenter. Après, on le fait plus ou moins efficacement, on le fait de manière plus ou moins optimale, et l'art de la rhétorique, c'est pas l'art de convaincre tout de tout le monde, tout le monde de n'importe quoi, n'importe comment. C'est simplement l'art d'optimiser un peu sa pensée. C'est ça, ça n'est pas sale, hein, comme on disait jadis. Ouais, mais c'est exactement ça, en fait. On en a besoin, même. Enfin, c'est-à-dire que la rhétorique... disqualifier la rhétorique en disant que ce serait maléfique, ce serait exactement comme disqualifier le sport en disant que ça peut servir à se muscler et à aller agresser des vieilles dames. Ça n'a aucun sens, en fait. C'est vrai, si on voulait faire une métaphore un peu pourrie, on pourrait dire que c'est ça, c'est de la musculation de la pensée et de l'esprit critique. Après, ouais, du coup, effectivement, c'est sûr que quand je me suis retrouvé sur des plateaux de débat qui n'étaient pas toujours accueillants, ou en tout cas qui étaient souvent assez conflictuels, assez agonistiques, j'étais en terrain connu, c'est-à-dire que j'étais au milieu de mon objet d'étude, je me suis retrouvé au milieu de ce que j'étudiais depuis quelques années déjà. Agonistique, il va y avoir des mots sympas. Alors ça y est, ça drop du vocabulaire. Voilà, c'est la pété. Alors si vous en voulez plus, vous pouvez bourrer les dons tout simplement. Alors je le rappelle, s'il y a des gens qui nous rejoignent en cours de route, ces dons vont aller à une caisse de grève intersyndicale co-gérée par plusieurs syndicats et majoritairement par la CGT Infocom qu'on a reçue hier. Vous pouvez regarder le replay, je pose toutes les questions de où va l'argent, comment c'est délibéré, qui va pouvoir en profiter, etc. Et pour l'instant, on a déjà levé 37 106 €. Or, il y a un palier, il y a des petits paliers. Alors, il y a le malheureux palier qu'on a malheureusement franchi tout à l'heure, qui était le palier de 36 150 €. Ça faisait 36,15, donc c'est moi qui me rase les cheveux. Et donc je vais le faire après l'interview. Là, je mets des chaussures et je vais pour pouvoir vous proposer mes cheveux chauves. Ça va être horrible. Ça va être horrible. Donc voilà, vous verrez le résultat de ce truc-là ce soir. Mais si vous voulez, nous ce qu'on proposait, c'était un petit jeu à 38 000 €. On fait un jeu de la mauvaise foi, c'est-à-dire un débat jusqu'au boutiste sur un sujet que vous nous trouverez, qui si possible soit pas un truc super sensible et sérieux, plutôt un truc absurde où on n'aurait que la rhétorique, puisque finalement le sujet on s'en fout. Voilà, et pour ça, faut arriver à 38 000 pour qu'on se prête à ce petit jeu avec. Moi, je proposais que ce soit Jean et toi, Jean et Clément, qui allait débattre et j'arbitrerai au milieu, je ferai la Harley de Chabot ou non, on voit mes bras, donc je peux faire, merde, comment il s'appelait le mec de Riposte? Vous connaissez que lui? Voilà, Moiti. Et je pourrais faire comme ça. Enfin, je saurais te faire mieux que ça, enfin bon, bref. Donc tu as vu tu aimes bien notre initiative de stream reconductible, tu as vu ça? Ouais, j'ai vu ça. Ah ouais, Allez. je suis très passionné parce que j'ai du retard sur le stream, donc là je suis en train de te voir faire le guignol avec tes bras. Oui, en fait, moi je trouve ça incroyable comme initiative. C'est-à-dire que indépendamment de ce qu'on peut penser de la grève, je trouve que le fait d'utiliser de plus en plus le streaming d'une manière générale comme un mode de mobilisation, comme un moyen d'action, je trouve ça super cool. Et moi, j'avais beaucoup aimé le grand débatton à l'époque quand Jean l'avait organisé. J'étais super fier avec Jean de faire le Climarathon, qui était un peu la même idée à la fin de l'année dernière. Et là, on passe encore. Je parle même pas des initiatives comme les The Event. Moi, à chaque fois, je trouve ça hyper stimulant, et c'est une manière de montrer à la fois l'inventivité de ce qui se passe sur le web, de ce qui se passe dans le streaming, que les grands médias, en tout cas l'immense majorité d'entre eux, continuent d'ignorer. Alors que c'est là qu'il y a de l'inventivité, c'est là qu'il y a de la force créative, de la force de mobilisation, et c'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Et moi, je trouve ça super stimulant. Alors, on a eu une bonne couverture médiatique, je dirais même une couverture médiatique bienveillante.
On n'a pas eu vraiment de gens voilà, qui soit n'avaient pas du tout compris. Bon, il y a eu des petites incompréhensions quand même, mais moi-même, quand j'ai appelé la CGT et que je leur ai dit on va faire un stream continu avec des streamers, machin, ils m'ont fait bon, tu me parles chinois là, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on fait quoi? Donc voilà, c'est un peu compliqué, mais avec les journalistes, ça peut aussi se passer comme ça de temps en temps. Mais dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé. Et pour répondre aux interviews, on a fait un peu des éléments de langage. C'est grave ou pas? Parce que nous aussi, du coup, on a dû faire des éléments de langage. Et je me suis senti sale quand j'ai dit faut qu'on ait des éléments de langage. Encore une fois, les éléments de langage en soi, qu'est-ce que c'est un élément de langage? C'est simplement que tu peux anticiper assez simplement les questions qu'on va te poser, c'est quand même pas très compliqué. Et donc, c'est se poser avec un papier, un crayon pour réfléchir à la meilleure manière d'exprimer ta pensée pour répondre à ces questions. Donc, le problème, c'est pas de préparer cette communication, c'est pas de faire ce qu'on peut appeler éléments de langage si on veut. Le problème, en fait, c'est quand les éléments de langage deviennent, une rhétorique creuse qui ne dit plus rien, qui n'est plus qu'une manière de se protéger contre des questions qui se posent légitimement. C'est là où c'est embêtant. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, un journaliste te demande, t'es un homme politique, un journaliste te demande si tu vas te présenter à la prochaine élection. C'est le cas d'école classique. Toi, ça rentre pas dans ton plan de communication. Et tu sais quoi? C'est OK. C'est-à-dire qu'on a encore le droit aujourd'hui, quand on est un responsable politique, on a encore le droit de décider à quel moment on va se déclarer, dans quel contexte, si c'est plutôt dans la presse quotidienne régionale ou sur un grand média national. Non, on a le droit. Bon, c'est Jean-Jacques Bourdin le matin qui te pose la question. Toi, évidemment que tu vas pas lui répondre. Donc là, qu'est-ce que tu vas utiliser? Tu vas utiliser des éléments de langage, des extensions, tu vas un peu biaiser la question, tu vas t'en sortir avec une pirouette, bref, tu vas faire de la langue de bois. Cette langue de bois-là, honnêtement, c'est simplement un mécanisme de protection contre une question qui n'aurait pas forcément dû être posée. Et après, on peut pas non plus reprocher à Jean-Jacques Bourdin de faire son travail. Donc moi, dans ces cas-là, j'ai l'impression de voir un ballet dans lequel je pense qu'on peut rien reprocher à personne. Le journaliste fait son boulot, il pose les questions, il essaie d'avoir une exclue, on peut pas lui en vouloir. Le responsable politique se débrouille pour se protéger, on peut pas trop lui en vouloir non plus. Et le grand public, enfin le grand public, les auditeurs n'apprennent rien, mais en même temps, il n'y avait pas forcément quelque chose à apprendre. Donc les éléments de langage, la rhétorique, même ce qu'on peut appeler de la langue de bois, en soi, c'est pas maléfique en soi. Le problème, c'est quand on pose une vraie question qui se pose, qui est légitime, et qu'en face, on a un responsable qui n'y répond pas. C'est là, dans ce cas-là, où il faut être très attentif. Et en fait, c'est la difficulté de la rhétorique. C'est-à-dire que très souvent, quand on fait ce que moi j'essaye de faire du décryptage de l'argumentation, on peut donner l'impression qu'on jette l'opprobre, qu'on jette l'anathème, la disqualification sur toute l'argumentation politique, toute la communication politique. Alors qu'il faut au contraire essayer de faire la part des choses entre une communication politique qui est nécessaire, parce que faire de la politique, c'est communiquer, et puis une communication politique qui, elle, effectivement, est tendanciellement manipulatoire, tendanciellement fallacieuse, en tout cas, ne permet pas d'avoir un débat public éclairé. Et c'est celle-là qu'il faut clouer au pilori sur la place publique. En tout cas, c'est ce que moi j'essaie de faire. J'ai une vraie question. On a beaucoup reproché au Petit Journal, par exemple, d'avoir été très fort pour justement épingler cette langue de bois, la voir là où elle était, s'en moquer, arriver à finalement tourner en ridicule les hommes politiques qui étaient obligés, oui, d'avoir de la langue de bois. D'ailleurs, à mon sens, pas plus aujourd'hui qu'avant. J'ai revu des vieux trucs. C'était pas ça s'est peut-être formalisé, codifié dans les années 80-90, un peu plus. Je sais pas ce que t'en penses. En fait, il y a une évolution, je pense, à laquelle on prête pas assez l'importance, c'est l'explosion de la sphère médiatique. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que dans les années 90, en fait, tu prends pile la bonne décennie pivot. Dans les années 90, en France, on a 6 chaînes. Dont une qui est pas publique. Donc en fait, on a 5 chaînes, dont plusieurs qui font pas de politique. Donc en fait, on a 4 chaînes, grosso modo, sur lesquelles tu as de la prise de parole politique. Donc en fait, il y a moins besoin d'éléments de langage, il y a moins besoin d'éléments de rhétorique, parce que simplement, il y a moins de politique sur les plateaux. Et en fait, le marché est plus petit, ouais. C'est ça, quoi. Et aujourd'hui, en fait, on n'arrive même plus à tenir le compte du nombre d'interviews en matinale, radio et télé. Moi-même, c'est mon travail de les analyser. Je sais même pas combien il y en a. J'en découvre toutes les semaines des nouvelles que j'ignorais. D'ailleurs, c'est devenu une rubrique à part entière dans le quotidien. Ils font le tour des matinales pour voir ce qui s'est raconté ce matin dans tous les comptoirs de chaque radio.
Ouais, ouais, c'est exactement ça. Et si tu rajoutes à ça le nombre de débats sur les chaînes d'infos en continu, même de débats à la radio, en fait, on a eu des débats auxquels participent régulièrement des responsables politiques. On a une explosion, enfin, c'est toi, Jean, je crois, à l'instant, qui disait du marché de la communication, mais c'est exactement. Ouais. Et pour autant, le temps de cerveau disponible est pas plus important. Et tu as une saturation du coup du message qui est extrêmement important. Effectivement, tu dois jouer dans une marque de plus en plus petite. Et moi, je me souviens, j'avais un cours de communication RESCG quand j'étais étudiant avant de devenir un écrivain d'éléments de langage, justement. Et j'avais un prof qui nous rappelait qu'il y a des études qui ont prouvé que dans nos sociétés occidentales, le cerveau d'une personne moyenne qui vit dans une métropole est bombardé chaque jour d'à peu près 8000 messages de communication. Un message de communication, c'est... On compte la pub. Voilà, ça compte la pub. Donc, c'est n'importe quel message de la coupe de cheveux est à 15 € quand tu passes devant une vitrine, c'est un message. Un truc à la radio qui va passer, c'est un message. Donc, tu comptes tout ça, il y a à peu près 8000 messages qui arrivent à notre cerveau. Et 90% de ces messages-là sont des messages d'ordre publicitaire, commercial. Donc, c'est des messages qui essayent de t'inciter à dépenser de l'argent. Il reste plus que 10% de messages qui n'ont pas vocation à te faire dépenser de l'argent, et c'est à l'intérieur de cet immense truc que tu fais rentrer l'intégralité des messages d'ordre d'intérêt public. Dedans, tu mets toutes les ONG, tu mets l'intégralité des messages de prévention, fumez-tu, mangez-bougez.fr, etc. Et tu mets la politique. Tu mets les hommes et les femmes politiques. Et donc, tu te retrouves à peu près 1% du temps de cerveau disponible qui est consacré à la politique. Et à l'intérieur de ce petit pourcent-là, tu as l'intégralité des politiques qui cherchent à communiquer. Donc, le message qui va réussir à pénétrer ton cerveau, le message politique de la journée qui va réussir à pénétrer son cerveau, en fait, ça a une valeur énorme. Et donc, c'est pour ça, effectivement, que tu fonctionnes par éléments de langage. C'est pour ça que la communication politique t'apprend à resserrer au maximum ta communication autour d'une ou deux idées clés que tu vas marteler. C'est parce que le but du jeu, c'est de réussir à ce que cette idée soit la seule qui sera retenue à la fin de la journée par la personne qui l'aura entendue. Ouais. Ouais, il y a complètement cet aspect-là. Et puis, t'as l'aspect presque inverse, mais qui fonctionne, qui fonctionne en même temps. C'est le fait que, avec cette explosion du marché de la communication, en fait, les responsables politiques sont en permanence tout le temps à l'antenne. C'est-à-dire que, il suffit de parler un peu avec même avec des députés, enfin je parle même pas de grands responsables nationaux, mais il suffit de parler un peu avec des députés et on se rend compte qu'ils sont invités 2, 3, 4 fois par semaine sur des plateaux. Donc en fait, ils passent leur temps à communiquer. C'est devenu une partie importante de leur agenda. Contrairement à ce qui se passait dans les années 90, où on allait une fois communiquer à la télé et puis c'était bon pour plusieurs semaines, plusieurs mois. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, tout le monde parle tout le temps de sujets que, par définition, ils n'ont pas eu le temps de maîtriser. On pose des questions sur l'actualité du jour. C'est compliqué d'analyser la politique. Enfin, quand on pose une question à un fait divers qui vient de se produire et qu'on a un responsable qui a eu l'info 10 minutes plus tôt, comment il fait? En fait, il fait ce qu'il peut pour pas faire de bourde. Et en fait, c'est pour ça, j'ai l'impression qu'on a le sentiment d'une explosion de la langue de bois. C'est parce qu'en fait, tout le monde communique tout le temps dans des contextes de plus en plus dangereux où on leur pose des questions de plus en plus délicates. Et il faut bien faire des réponses. Et en fait, si on avait un peu moins d'arènes de communication, mais dans lesquelles les responsables, en tout cas les orateurs, se présentaient en ayant un peu plus travaillé, en ayant eu le temps simplement de plus travailler, sans doute que le débat public serait de meilleure qualité. Et d'ailleurs, du coup, il y a des gens qui chassent les incohérences de communication. Par exemple, 2 personnes du gouvernement vont pas exactement dire la même chose, on va dire couac. C'est devenu le mot, c'est un couac. Ouais. Et à l'inverse, quand ils vont tous dire la même chose, là par exemple sur la réforme des retraites, c'est une réforme universelle qui va, voilà, et là on voit très bien les éléments de langage, et là on se dit merde, ils disent tous la même chose. Donc on n'est jamais content, notamment parce que le quotidien, à l'époque le Petit Journal a beaucoup fait ce travail, par exemple en mettant en regard une intervention d'un mec au salon de l'agriculture une année, et en fait il a dit la même chose il y a 5 ans, et il superposait comme ça les discours l'un sur l'autre. Donc t'as pas l'impression que ce travail de montrer la langue de bois des politiques, en fait il est déjà fait, t'arrives un peu après la bataille, tu balayes un peu les gravats, non? En fait c'est très juste, et c'est sur la première partie de ta question, c'est vraiment les 2 faces de la pièce qu'est le Petit Journal. C'est-à-dire que Yann Barthès a révélé au grand public quelque chose qui était su d'un petit nombre. C'est le côté industriel de la communication politique.
Et au moment où ils ont commencé à faire des synchros, à montrer qu'il y avait des éléments de langage, à montrer qu'il y avait même des discours entiers qui étaient repris, et ça a montré à quel point est-ce qu'en fait la communication politique, c'est pas quelque chose de naturel, c'est pas simplement on met un micro sous les dents d'un responsable politique et puis on l'entend parler, c'est vraiment quelque chose qui a été travaillé, façonné, élaboré, même en laboratoire assez souvent, en tout cas quand c'est bien fait. Et ça c'est bien que les gens le sachent. Après, effectivement, l'aspect négatif, je dirais, c'est que ça a amené une disqualification assez massive sur la parole publique, où tout d'un coup tout le monde s'est dit ah oui mais d'accord, en fait on est manipulé, en fait tout ça c'est que de la pub, tout ça c'est pas vrai. Et ben non, en fait il y a une partie de ce qui est montré par le petit journal qui est légitime. Quand un même responsable politique fait 2 fois le même discours à 2 semaines d'intervalle ou à 2 mois d'intervalle, ben en fait c'est normal. Si le gars il fait 2 discours sur l'agriculture, moi je trouve ça plutôt rassurant de savoir que sa pensée sur l'agriculture a pas varié en 2 mois et que ce soit les mêmes discours mot à mot. Ben oui, mais en même temps on va pas lui demander pour chaque arène d'écrire un discours totalement original, sachant qu'un responsable politique, notamment quand là on parlait généralement du président de la République ou du Premier ministre ou d'un ministre important, ils font 3, 4, 5 discours par jour. Donc évidemment qu'ils peuvent pas à chaque fois faire un truc totalement original. Donc en fait, moi je trouve à la fois que c'est bien d'avoir révélé comment ça fonctionne, et il faut faire attention à pas disqualifier non plus la parole publique. C'est-à-dire que, en fait, quand on évolue dans le système communicationnel dans lequel on est aujourd'hui, ça me semble inévitable. Après, on s'en félicite ou on le déplore, mais pour moi, ça semble inévitable. Et quant à moi, le fait que je balaye les gravats, honnêtement, j'ai l'impression vraiment de pas faire le même boulot que le petit journal. Ce que fait Yann Barthès et qui fait magnifiquement bien depuis une dizaine d'années et qui continue de faire très bien aujourd'hui, c'est vraiment tout ce travail de documentation que moi j'ai pas du tout les ressources et pas du tout la formation pour faire. C'est tout ce travail de documentation, ils sont hyper forts pour montrer des choses et aller les chercher des séquences qu'on n'avait pas vues qu'on n'avait pas vues dans l'espace public. Moi ce que j'essaye de faire, c'est de rentrer dans les séquences, de les déconstruire, de montrer comment elles sont façonnées, de montrer quels sont les procédés qui sont à l'œuvre dedans, avec pour idée que si ça marche dans une séquence, ça marche dans toutes les autres. Et en fait, idéalement, moi, mes chroniques, elles pivotent sur évidemment sur des exemples qui sont des exemples du jour, mais ce que j'essaye de faire, c'est des chroniques qui soient décontextualisables et qu'on puisse utiliser pour décrypter non seulement les autres prises de parole publiques, mais même pour décrypter la communication qu'on a au quotidien. Mais comment tu te sens par rapport à cette autre pratique qui est montée aussi dans le journalisme, au-delà du décryptage des discours, des mots et de la forme, qui est le fact-checking? T'en fais un peu parfois, ou même malgré toi, quand t'es obligé de dire bah non, là si on regarde la réalité, les chiffres c'est plutôt ça, machin. Donc t'es sur un chemin de crête un petit peu entre les deux? En fait, je suis sur un chemin de crête qui correspond au fait que moi depuis le début j'ai 2 casquettes. Et alors je sais que tout ça c'est un peu brouillé en termes d'image publique, mais moi à la base ce qu'il faut pas oublier, même si ça apparaît plus tant que ça, ce qu'il faut pas oublier c'est que t'es chercheur. Moi, je suis chercheur en sciences politiques. Voilà, moi mon job c'était d'essayer de mettre en avant de la connaissance établie, sourcée la plus rigoureuse possible. Et puis à côté de ça, j'ai bossé sur la rhétorique et c'est devenu mon deuxième métier. C'est ce que j'enseigne principalement, c'est sur quoi je travaille principalement depuis un bon moment. Mais c'est quelque chose d'un tout petit peu différent. Et en fait, aujourd'hui, ce que je fais chez Click, ce que j'ai fait sur YouTube il y a quelques années, c'est vraiment un travail rhétorique de déconstruction des argumentations. Et quand j'ai été recruté sur CNews, au début, c'est ce qu'on m'a demandé de faire d'ailleurs. Hein, les premières prises, mes premières piges sur CNews, c'était vraiment de l'analyse du discours. Et puis à un moment donné, on m'a demandé d'aller sur les plateaux et en fait de faire de l'analyse politique. Et là, c'est là où moi j'ai endossé un costume un peu différent, qui est le costume de l'analyste politique, du politologue. Et effectivement, ce que j'essayais de faire dans le contexte que c'était, c'est-à-dire qu'il faut se rendre compte que c'est comme tout, c'est-à-dire qu'on a 3-4 sujets par jour, ça tourne en permanence, donc c'est très 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 compliqué de dire des choses établies. Et moi, j'essayais d'avoir les prises de parole les plus rigoureuses possibles. Ça ne veut pas dire que j'ai toujours réussi, hein. J'ai évidemment dit des bêtises parce que sur 2 heures d'antenne par jour,
4 sujets, 5 sujets par jour, des fois, on peut pas être rigoureux et exact tout le temps. C'est ce qui faisait d'ailleurs que c'est pas un travail de chercheur, c'est un travail éventuellement d'analyste politique, d'universitaire, mais pas de chercheur. Et c'est comme ça que j'ai été amené à toucher au fact-checking, parce que simplement quand on parlait d'un sujet, moi ce que j'essayais de faire, là encore je dis pas que j'y arrivais tout le jour, ce que j'essayais de faire c'était d'aller chercher les rapports, d'aller lire un peu les stats, de savoir un peu ce que disaient les sources et de m'en servir dans le débat. Il y a eu un gros don, là, il y a eu un don de 250 €. Petit point sur les dons, merci à Kokobé, Kobarou, le Coquelicot Lordoniste, la lutte finale, un follower du live, et j'ai pas le nom pour les 250 €. C'est Ratio qui a donné 250 €. Exact, c'est bon. En fait, il faut que tu rafraîchisses, je crois, ta page. Je sais pas exactement comment marche le truc, bon. Mais je crois que ça déroule pas. Et j'en profite pour te dire que tu as mal orthographié le nom de famille de notre invité sur ton overlay. Oui, mais voilà, c'est amateur, hein, c'est Twitch. C'est un stream de gauche. Je l'ai pas fait remarquer, je me suis dit que ce serait un peu égocentrique. Mais effectivement, entre Victor Klementovic et Clément Viktorovic avec un C, là... Alors, on est mal reçu, hein. Mais alors pourtant j'avais prévu une transition qui était vachement bien. C'était sur, je voulais t'offrir l'occasion aussi de faire de la promotion pour ton autre émission qui est peut-être qui est pas encore aussi connue que tes interventions régulières, que ce soit sur les plateaux de chaîne d'info en continu ou aujourd'hui chez Click. C'est ta nouvelle émission Viens voir les docteurs. Est-ce que tu peux nous raconter un peu le concept, la fréquence, ça va être où, qu'est-ce qui se passe? Alors le concept est assez simple. En fait, quand je suis arrivé chez Click, donc Click, tout le monde sait que c'est tout le monde sait. Je sais pas si tout le monde le sait. Donc c'est une émission quotidienne sur Canal+, et c'est aussi une chaîne de télé, une vraie chaîne de télé, un Click TV, qui est accessible sur MyCanal, mais quand même on a même un vrai canal un vrai canal de diffusion, j'entends, sur une partie des box, je crois que sur la Freebox et sur une ou deux autres, je suis pas très fort dans tous ces détails-là. Mais donc c'est une chaîne de télé, c'est une vraie chaîne de télé qui émet 24 heures sur 24. Et quand je suis arrivé chez Click, Mouloud m'a dit, on a travaillé à la petite chronique, et puis il m'a dit, si tu veux, on peut penser à une émission de télévision qui serait pour Click TV. Et là, moi, je lui ai dit, mais tu ne sais pas ce que tu proposes. Parce que moi, tu sais pas, voilà, moi, si tu me proposes une émission de télévision, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 2 fauteuils, enfin, même 2 tabourets, je vais mettre des chercheurs dessus. Et puis, le concept, ça va être que je pose une question et je les coupe pas dans leur réponse. Donc, si on a une réponse qui dure 10 minutes, je suis très content. Et là, Mouloud m'a dit, c'est parfait, vas-y, viens, on fait ça. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Et ça s'appelle Viens les docteurs. C'est une émission mensuelle parce que avec la quotidienne, on n'a pas, pour l'instant, on n'a pas vraiment le temps de faire plus. Et le principe, c'est on prend des grands enjeux, de l'actualité, des grands enjeux politiques, et puis j'invite 2, 3, 4 chercheurs avec des formats divers. Des fois, on fait tête, des fois on fait des débats avec 2 chercheurs, enfin des débats de discussion, plutôt des échanges avec 2 chercheurs. Et le principe, c'est d'essayer de montrer que quand on invite des chercheurs à discuter, à parler sur la politique, en fait, on peut avoir un débat qui soit sans clash, sans polémique, sans éclat de voix, avec du désaccord, mais avec du désaccord qui se résout par l'argumentation, en tout cas qui s'explore par l'argumentation. Et on a un éclairage différent. En fait, l'idée, c'est vraiment d'essayer de donner des clés aux citoyens des clés issues de la recherche académique pour comprendre l'actualité. Alors, de là, 2 questions. La première, c'est pas trop obscur, parce que là, tout à l'heure, par exemple, tu disais, voilà, les chercheurs, ils se comprennent très bien entre eux, et je ne doute pas que tu comprennes tous les chercheurs. Faut parler chercheurs. T'arrives à faire un truc clair où les gens disent pas de temps en temps, oula, agonistique, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que toi t'es le mieux placé toi-même en tant que chercheur pour faire ce travail de vulga, quand on sait que toi-même de temps en temps tu peux être un peu sophistiqué dans ton expression? Mais c'est une très bonne question. Je pense qu'il y a deux niveaux de réponse. Déjà, on fait gaffe à ça, justement. C'est-à-dire que moi, j'invite des chercheurs en leur disant, écoutez les amis, le contrat est clair. Moi, de mon côté, je vais pas vous couper. Vous avez le temps de déployer votre argumentation. Vous, de votre côté, il faut faire un effort pour être clair. Faut que tout le monde puisse comprendre. Ça veut pas dire que c'est toujours le cas. Et c'est vrai que là, on vient de finir le tournage du prochain numéro. Il y a eu une ou 2 phrases qui ont été prononcées qui ont fait transpirer les auditeurs qui étaient présents en régie. Mais on essaye de faire ce travail. Après, est-ce qu'on est suffisamment accessible?
honnêtement, les retours sont bons, donc j'ai l'impression que peut-être qu'on l'est, en tout cas on fait en sorte de l'être le plus possible. Mais il y a une deuxième chose en fait, et qui pour moi est très importante. J'aime bien, tu fais pareil que dans les émissions. Mais il y a une deuxième chose que vous n'avez sans doute pas entendue. On va réécouter cette phrase. Ouais, tu sais, chacun ses petites tics de construction de pensée. Alors, non, mais il y a une deuxième chose. Mais il y a un truc, tu vois, qui est un pari que je fais depuis le début. C'est-à-dire depuis que j'ai commencé à faire de l'éducation populaire, j'ai fait un pari qui est un pari que certains ont qualifié d'audacieux. En ce qui me concerne, est un pari gagnant et gagné. J'ai fait le pari que les gens étaient intelligents. Moi, je pense que fondamentalement, les gens sont intelligents et qu'ils le sont beaucoup plus que ce que tout le monde dit et que ce que tout le monde pense. Et en fait, moi, il y a quelque chose que j'ai en horreur, c'est le nivellement par le bas. Et tu vois, tout à l'heure, j'emploie le mot agonistique. Ok, d'accord. C'est un mot un peu, oui, c'est un concept de sciences politiques, de philosophie pour qualifier la conflictualité. Peut-être que tout le monde ils peuvent nous le dire sur le chat. Peut-être que tout le monde ne le connaissait pas, mais je suis sûr que tout le monde l'a compris. Les gens ils sont pas cons et les mots ils se comprennent en contexte. Et en fait, c'est pour ça que moi quand j'ai fait Viens voir les docteurs, je me suis dit je veux faire une émission qui soit exigeante. Parce qu'elle est exigeante, pour les chercheurs qui viennent, que je fais un peu transpirer et je leur demande de se rendre accessible. Elle est exigeante pour ceux qui la suivent. C'est sûr que c'est pas l'émission c'est pas le podcast que tu vas écouter en jouant à côté à Hearthstone, encore que Hearthstone peut-être d'ailleurs, mais que tu vas écouter en jouant à un jeu un peu sympa ou en regardant une autre série. Ça demande de se concentrer un petit peu. Mais donc c'est une émission exigeante. Mais j'ai fait en sorte qu'elle soit déjà pas intimidante. Je pense qu'elle est plutôt sympa, en tout cas c'est ce qu'on essaye de faire, c'est ce vers quoi on essaye d'aller, et puis j'essaye de faire en sorte qu'elle soit accessible, et ça moi c'est vraiment mon idéal, quoi. Le savoir exigeant et accessible, je pense qu'on peut y arriver à le faire, en tout cas c'est ce que moi j'essaye. Je pense que là pour le coup de faire le pari de l'intelligence des gens, là en plus on est avec Jean, alors non c'était pas pour faire une blague là-dessus, les Pierres aussi sont très intelligents, ça n'a rien à voir, mais je crois que tous les trois là le point commun c'est qu'on a tous fait à peu près ce même pari et qu'il fallait faire vivre ça à notre manière. Ouais. Mais d'ailleurs, c'est une des bases de l'éducation populaire. C'est ça. La confiance dans la capacité de l'être humain à devenir meilleur. C'est un truc très maçonnique, mais qui fondamentalement est assez vrai dans une philosophie progressiste. Et ça part du principe qu'en fait, les gens sont capables de comprendre le monde qui les entoure, sont capables de réfléchir sur la sensibilité qu'ils ont aux événements. Et donc oui, bien sûr, le pari de l'intelligence collective et l'intelligence individuelle et collective, c'est un truc assez élémentaire qui est à la base de nos travaux à tous les trois. En revanche, sur ton plateau, tu as fait un choix clair pour Viens voir les docteurs, qui est celui de... Bon, il y a une sous-représentation du milieu universitaire dans la composition des plateaux télé, pour plusieurs raisons. On pourra y revenir. Déjà, eux, ils veulent pas y aller, les journalistes pensent pas aller les chercher. Bon, il y a plein de raisons qui font que, on en a déjà parlé, et puis j'en ai déjà parlé aussi ailleurs, et je suis pas le seul. Mais t'as fait le pari là de dire, bah là, il y a que des docteurs. Comme si ne pas l'être, du coup, était disqualifiant, vous ne serez pas dans ce format-là. Est-ce qu'il n'y a pas une sacralisation aussi des institutions, de ces institutions qui délivrent des diplômes est-ce qu'il faut être un docteur pour être un intellectuel? Toi, en tout cas, t'as dit, bah ça va être le critère. Ouais, c'est une vraie... Ah, on ne t'entend plus. Déjà à notre deuxième... pour l'instant, c'est vrai qu'on a eu que des docteurs. Et l'émission s'appelle Viens voir les docteurs par bon, parce que le titre était cool, quoi, tout simplement. Oui, le gynéco, sa première consultation, oui. Voilà, exactement. Mais en fait, en réalité, déjà, non, nous, ce qu'on cherche à recevoir, c'est surtout des intellectuels. Et on pourrait s'écharper sur la définition d'intellectuel, j'en ai pas à proposer. Hein. Mais par exemple, on avait invité, alors il a pas pu ou pas voulu venir, mais par exemple. Ouais, t'as une connexion qui est un petit peu random de temps en temps. Vas-y, reprends on avait proposé à... on avait proposé à François Sureau. Donc François Sureau. On m'entend pas? Ouais, tu passes sous des tunnels là. C'est bizarre parce que jusqu'à présent t'entendais très bien et là de temps en temps ça saute un peu en mode connexion qui foire. Ah ouais. Ah oh là là. Ah ouais, je vois. Voice connected, machin. Ok. Alors attendez, attendez. T'as lancé des torrents là, c'est ça? Attends. Non, je crois pas. Non, carrément pas. Tu étais en train de te télécharger l'intégrale d'Arlette Chabot à côté.
Écoute, On a tous nos petits péchés, hein, ça va. il est possible que cet après-midi, j'ai téléchargé l'intégrale de JoJo's Bizarre Adventure. Voilà, mais ne parlons pas de ces choses-là. Non, je crois que c'est revenu là, effectivement, tout d'un coup. J'avais des trucs rouges, mais vous m'entendez bien là, c'est bon? Ouais. Moi, je pensais que tu te faisais des soirées où tu regardais des vieux France Europe Express, tout ça. Non. Non, ça c'est un travail, ça. Ça c'est pas un loisir. Enfin, je suis déçu. Jojo, bon, d'accord. Excellente émission sur Click TV sur Jojo qui m'a donné envie de regarder la série. Mais ouais, tu vois, donc moi j'avais voulu inviter François Sureau. Moi je voulais faire une émission sur les libertés publiques. D'ailleurs peut-être qu'on la fera. Je trouve que c'est vraiment un enjeu essentiel, un enjeu fondamental en ce moment. Et je voulais inviter François Sureau, qui est avocat, qui est pas docteur, mais qui est un intellectuel, qui a eu une production intellectuelle et qui est validé, en tout cas, qui a accepté de se soumettre au jugement de ses pairs. Et en fait, ce que moi je veux remettre au cœur du débat, c'est pas la sacralisation du diplôme. T'as parfaitement raison. D'ailleurs, en fait, ce qu'on aimerait bien, même nous, c'est recevoir des doctorants qui, pour le coup, sont complètement sous-représentés dans le débat public, alors qu'ils sont la force vive de la recherche, que très souvent ils sont déjà extrêmement forts, ils sont déjà très talentueux, qu'ils ont déjà plein de choses à dire, et que ça permet d'avoir la recherche en acte, en tout cas celle qui est en train de se faire, et ça c'est super intéressant. Donc mais moi, ce que j'ai envie de remettre au cœur du débat public, c'est justement la légitimité universitaire. C'est-à-dire le fait de dire qu'à un moment donné, si on veut parler politique, c'est quand même bien aussi d'avoir des personnes qui ont produit de la connaissance, qui ont accepté que cette connaissance, elle soit produite avec une méthodologie universitaire qui a ses pesanteurs, qui a ses difficultés, mais qui a l'avantage en tout cas de produire un savoir à peu près établi, à peu près rigoureux, et qui acceptent derrière ce savoir de le mettre dans la discussion publique de l'université, qui acceptent de le soumettre à leurs pairs et le passer à la moulinette des colloques, des articles, des discussions, des journées d'études. Et c'est ça qui fait la légitimité d'une connaissance, et qui derrière peuvent aller en parler, non pas parce qu'ils sont docteurs, parce qu'en fait, on peut être docteur et raconter vraiment plein de conneries, mais qui acceptent d'en parler parce que le savoir qu'ils viennent présenter dans mon émission, c'est un savoir qui, avant, a été éprouvé, a été discuté, a été challengé par la communauté scientifique. Et c'est ça qui est important, c'est de remettre... Dans le débat public, le décalage entre la pensée commune ou la pensée vulgaire et l'état de la recherche en sciences sociales, en sciences politiques est souvent assez terrifiant, quoi. On se dit, mais il y a des gens qui bossent, je veux dire, il y a des choses qu'on sait et on continue à venir nous bullshiter en faisant passer ça pour du bon sens, etc. Et est-ce que du coup, dans cette idée de créer ce format-là, t'as peut-être aussi l'idée de faire accéder, alors à la fois une nouvelle génération de chercheurs, tu parlais des doctorants qui sont souvent parfois les petites mains des chercheurs plus connus, donc d'une nouvelle génération, et puis même de redire aux chercheurs, venez à la télé, il y a des espaces, venez leur ménager des espaces, y compris pour qu'au bout d'un moment ils se sentent assez chauds pour aller dans des espaces qui leur seront moins favorables. Oui, il y a un peu ça. Il y a déjà moi ce que je voulais, c'était montrer aux auditeurs, au public que on peut inviter des chercheurs et puis ça peut être intéressant et c'est compréhensible et montrer au grand public à quel point les chercheurs ont des choses à dire et comment est-ce que c'est bien de les entendre. Et puis effectivement offrir un espace télévisuel, parce que pour le coup des espaces web il y en a quelques-uns, mais un espace télévisuel où les chercheurs peuvent prendre la parole avec les spécificités de cette parole universitaire. Attends, ça change quoi que ce soit télévisuel? Parce que clique, voilà, tes chroniques elles tournent sur Twitter. Viens voir le docteur. Moi j'ai regardé ça sur YouTube. J'ai pas la télé. Ça change pas grand-chose télévisuel aujourd'hui. En fait, moi je pense que ça continue de changer quelque chose. Pour moi, il y a encore mais c'est une question compliquée. Mais pour moi, il y a encore à tort ou à raison, hein, d'ailleurs, il y a une force légitimante de la télévision, encore aujourd'hui. Ça reste la fenêtre qui est dans tous les salons, même si on est tous d'accord que les gens... Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je suis sûr que dans les gens qui nous écoutent sur le chat, personne regarde la télé. La télé, on est d'accord que les jeunes ne la regardent plus. Mais il continue d'y avoir cette force légitimante de la lucarne présente dans tous les salons. Et en ce sens... je trouvais intéressant de montrer que à la télévision, dont tout le monde dit ou dont beaucoup de gens disent qu'elle ne produit plus que du prêt-à-penser, qu'elle ne produit plus que du clash, et bien que même à la télévision, et fût-ce sur Click TV, même à la télévision, on peut
on peut faire une émission exigeante. Même avec les sous de Bolloré. Ouais, mais ça, tu sais, c'est la tarte à la crème, tu vois. Mais ah bah oui, mais je peux pas ne pas le dire parce que c'est un peu aussi revenu dans le chat. C'est ça aussi une des différences de ces grosses machines. Ouais, ces grosses machines, bah derrière il y a des gens, quoi. Ouais, et puis bien sûr, et puis derrière France Inter, il y a l'argent de la France qui vend des armes à l'Arabie Saoudite. Enfin, tu vois, ce que je veux dire, c'est que si tu remontes à, tu trouveras toujours une utilisation contestable. En fait, pour moi, ce qui est important, c'est surtout de savoir quelle est la marge de manœuvre. C'est ça, en fait, la vraie question. C'est est-ce que tu as une marge de manœuvre qui te permet de faire ce que tu veux et de dire ce que tu veux en toute liberté? Et est-ce qu'on peut garantir derrière que le contexte dans lequel ce sera énoncé ne sera pas en soi autoriste? Mais la marge de manœuvre, là, en l'occurrence, la marge de manœuvre que tu as abdiquée, c'est de pouvoir faire une critique publique de Bolloré, par exemple, et de son emprise sur les médias, etc. Ça tu t'es dit, bon, je perds ça, mais je gagne autre chose? Ben ouais, c'est effectivement, je te confirme que si je voulais faire une émission sur l'entreprise et l'argent de Vincent Bolloré, sans doute que ce serait compliqué. Mais déjà, est-ce que c'est le sujet le plus essentiel, le premier sujet à traiter quand à côté il y a des enjeux qui sont, peut-être que ça l'est d'ailleurs, mais quand à côté il y a des enjeux absolument cruciaux autour de la démocratie, des libertés publiques, de l'économie, du climat, de l'intelligence artificielle. Bon, tu vois, il y a quand même d'autres choses à traiter. Et puis, à un moment donné, moi je veux bien hein, le fantasme de la pureté. Je le comprends et je vois comment d'ailleurs on peut s'en satisfaire, on peut l'atteindre d'une certaine manière. Toi, quand tu choisis d'aller sur Mediapart, je pense que tu t'en approches un petit peu. Oui, mais là, on est sur Twitch. Twitch, c'est à Amazon, c'est à Jeff Bezos. Hein, donc, non, mais voilà, c'est exactement ça. Et à un moment donné, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que j'ai une marge de manœuvre? Là, en l'occurrence, elle est immense. Enfin, pour venir voir les docteurs, je fais ce que je veux. Enfin, vraiment, j'invite qui je veux, je dis ce que je veux, je traite les sujets que je veux. Je suis totalement maître de mon émission. Et d'ailleurs, enfin, j'ai aussi cette chance-là d'avoir l'équipe de Click et de Première Fois Production qui me font cette confiance-là, hein, qui est précieuse. Moi, j'estime que ça me suffit. Voilà, moi, j'estime que mon rôle dans le débat public, il est suffisant. Alors, il ne nous reste plus beaucoup de temps pour... et on revient sur ton rôle dans le débat public après. Il nous reste plus beaucoup de temps pour atteindre les 38 000. On va faire du coup un débat à la con très très court. Hein, si vous arrivez à monter ça, il nous reste un quart d'heure. On peut le faire. On peut le faire et faire 5 minutes de débat à la con sur les moules, c'est meilleur frites ou chaud, c'est meilleur froid ou chaud. Mais il y a une question dans le chat qui était... sur ta vision du rôle, même si tu ne l'as pas défini un peu plus tôt, mais on va dire pas nécessairement de l'intellectuel, mais on va dire ton rôle du champ intellectuel peut-être dans le débat public. Alors face à l'opinion d'une part, mais aussi face aux politiques. Comment tu te frotterais à des politiques, jusqu'à où? Parce que par exemple, on a avec nous Jean qui lui s'est frotté aux politiques et a travaillé avec eux. Je sais pas ce que tu veux dire par se frotter. Travailler avec eux, c'est pas du tout d'actualité d'aucune manière que ce soit, parce que justement moi ce que j'essaye de faire dans le débat public, c'est transmettre du savoir, et au-delà du savoir, transmettre des compétences et donner des armes aux citoyens pour pouvoir eux-mêmes devenir leurs propres décrypteurs de discours. À la limite, moi la chronique que je suis en train d'animer tous les jours sur Click, je sais que, enfin, sauf si on est débranché dans les mois qui viennent, mais bon, pour l'instant, c'est pas d'actualité. Hein. Mais je sais qu'a priori, elle va durer jusqu'à la fin de l'année. Je suis pas sûr qu'elle durera après. On verra. Je sais pas du tout ce que je ferai la saison prochaine. Mais si je fais quelque chose, ce sera peut-être pas la même chose parce que je me dis bon, en juin, j'aurais dit 150 fois, bon, attention, ça c'est un ad personam. Alors quand on attaque la personne plutôt que l'argument, c'est quand même un indice qu'on n'est pas capable de se défendre sur le fond. Bon. Ou de 10 fois, les gens ont compris. Et à la limite, moi, mon rêve, c'est que à un moment donné, j'ai plus d'objet pour ma chronique parce que j'aurais parlé de tout 3 fois et que à chaque fois que je ferai, les gens la commenteront en disant, bah c'est vraiment ça, on connaît, on a déjà vu. Et ce jour-là, bah, j'aurais fait mon taf en fait, j'aurais fait mon boulot et je serais très très content de passer à autre chose. C'est bien ça. C'est rare de penser à la finitude de sa présence médiatique. C'est très très rare.
Bah, c'est la première fois que j'entends quelqu'un exprimer le fait que, pour l'instant, j'ai encore un peu de taf, mais au moment où effectivement j'aurais fait le tour de la question, je m'arrêterais. Je connais une infinité d'autres personnes, de journalistes, de chroniqueurs, etc., qui au contraire théorisent l'éternel, l'éternel besoin de ressourcer en permanence. Mais moi, je trouve ça, ouais. Oui, parce que pour rigoler, l'autre soir, Jean et moi, on se comparait, on espérait bien être les prochains Duhamel et El Kabbach, tu vois, on allait durer comme ça longtemps, accompagner cette génération politique sur le long cours, parce que, en fait, c'est facile, il se passe toujours des trucs. T'as toujours des trucs à dire, il se passe toujours quelque chose, donc c'est facile de se laisser prendre au jeu. Et c'est vrai qu'en effet, c'est rare de se dire, ah non, là, mon rôle, mon intervention de cette manière-là va peut-être s'arrêter à ce moment-là. Et donc, du coup, tu voudrais faire quoi après? Bah, je sais pas, en fait, moi j'ai plein d'idées. Déjà, moi je suis pas à l'origine, enfin je suis pas un homme de médias en fait. Moi je suis venu aux médias parce que en fait ce qu'il faut comprendre c'est que moi à un moment donné, l'État français m'a payé une thèse. Ma thèse a été financée, donc comme beaucoup de thèses, comme beaucoup de doctorants, où on estime qu'à un moment donné, il faut mettre un peu d'argent pour financer cette recherche. Donc moi, j'ai eu la chance, à un moment donné, d'avoir un petit salaire, parce que les doctorants, la condition des doctorants, on pourrait en parler, mais un petit salaire qu'on me donnait tous les mois pour donner des cours, pour être secrétaire d'un groupe de recherche et pour le reste du temps lire, me documenter, travailler. Donc j'ai l'État français qui m'a financé ma formation intellectuelle. Et c'est dans ces années-là que j'ai passé des heures et des heures en bibliothèque à me documenter sur la rhétorique et à lire tout ce que je pouvais. C'est une chance inouïe. C'est une chance inouïe. Et puis, c'est une chance qui vient pas de nulle part. Enfin, je sais qu'on en a déjà parlé, mais moi, même si je viens pas d'un milieu bourgeois, je crois pas qu'on puisse le qualifier de bourgeois. J'ai une mère. Ah, merde, il y a parents qui vivaient à Paris. On sait pas ce que fait ta mère, ça a coupé. Ça revient. Je vois que ça bug. Je vois que ça bug à ta connexion info. Comment je fais? Pendant ce temps-là, je précise qu'il reste moins de 200 € pour atteindre ce palier de 38 000. Et je pense qu'il y a eu une bonne proposition dans le chat. Je pense qu'on va faire un débat sur pour ou contre la carapace bleue dans Mario Kart. Voilà. Ça me paraît bien. C'est excellent. C'est bon, c'est revenu. Mais ouais, donc moi je disais, en fait, moi je fais partie des gens qui ont eu la chance de que c'est important parce que mes parents sont parisiens, parce que mes parents habitent à Paris et qui pouvaient me permettre de pas travailler. Ah non, c'est reparti. Attends, là, c'était rebond, là, c'était rebond. Ah ok, ça y est, c'est voilà. Qui pouvaient me permettre de pas bosser pendant mes études. Donc, j'ai eu la chance que peu ont, c'est que j'ai eu des conditions sociales qui m'ont permis de faire des études, et ensuite, j'ai l'État français qui m'a payé ma formation intellectuelle. Et j'ai ces connaissances en rhétorique, en sciences politiques. Moi, très vite, je me suis dit, il faut les partager. Et il faut pas que les partager à Sciences Po, où je suis très heureux d'enseigner. Je suis très, très content, moi, d'enseigner à Sciences Po, mais il faut surtout pas enseigner la rhétorique que à Sciences Po. Donc, c'est pour ça que très vite, je me suis dit, essayons d'aller un peu sur YouTube, essayons d'en parler, de monter des assos d'éducation populaire. Et c'est comme ça que je suis né dans les médias. Mais moi, je me suis jamais réveillé le matin en me disant, je vais faire de la télé, je vais faire de la téloche, ça va être super, ça va être les soirées champagne, coke et prostituées, je vais me mettre bien. Ça a jamais été mon idéal. Et donc, il se trouve qu'aujourd'hui, je me retrouve à 20h sur Canal+, et j'en suis super honoré, et hyper content, quoi. Enfin, moi, je m'éclate, vraiment. Mais c'est pas mon idéal de vie. Et le jour où j'aurai plus rien à y faire, je ferai autre chose. Et puis ce sera bien. J'écrirai des livres, j'écrirai des textes, je donnerai des cours, je sais pas. Enfin, je ferai autre chose. Tu feras du streaming. Ouais, je ferai potentiellement du. Ouais, mais non, je jouerai à Mario Kart sur Twitch et ce sera super. Ou tu auras ta propre chaîne YouTube où tu feras ce que tu voudras, au rythme où tu voudras, avec les gens que tu voudras. On peut imaginer aussi tout ça. Tu auras ton créneau sur Acropolis. Tu verras. Bon, ça ne monte pas, on va pas avoir le temps de faire carapace bleue, il faut se manier là les gens, le débat sur la carapace bleue. Il y a quelqu'un qui dit la carapace bleue c'est bleu donc de droite. C'est un bon argument. Ouais, c'est un peu caricatural. Moi je trouve qu'elle est très de gauche la carapace bleue au contraire, mais bon, on peut en débattre, hein. On peut en débattre. Ben non, on peut pas parce qu'on n'a pas atteint le palier. Donc, c'est ça le truc. Oh, bande de rapia. Encore un peu, bientôt 38K, évidemment, ouais, mais voilà. En attendant, on est obligé de parler de choses sérieuses. Attends, parce qu'il y a quelqu'un qui vient de faire un don de 200 balles, là. Ah, bah voilà, comme quoi, il suffit de demander gentiment. Merci.
Et merci Lisez pour la Paul caisse de Coqueluche. grève. Et merci de la part des grévistes, et de la part de toutes celles et tous ceux qui vont avoir besoin de ces sous pour les aider à tenir dans ce bras de fer historique contre les salauds, hein. Mais ça n'engage que moi, évidemment, pas mes illustres collègues qui sont présents autour de moi, et qui vont maintenant, du coup, on a passé le cap, là. C'est confirmé, Ouais. c'est confirmé dans ce match, Ouais, là, c'est les 200 confirmé, c'est boules. confirmé, ouais. Ah C'est confirmé, c'est validé, fact-checké, ouais. 38 107, magnifique. Et du coup, on est obligé maintenant de déterminer. Et vous êtes, je crois qu'il faut qu'il y en ait un qui soit d'un point de vue, l'autre pas de l'autre d'un autre point de vue. C'est toi qui décides, Usul. Hein. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Non, d'accord. Non, mais vas-y, Clément, t'avais l'air chaud pour défendre la carapace bleue. Et, Ouais, moi, et Jean, t'es contre. je peux défendre les deux. Moi, je la trouve intolérable. Ah bon, Jean Massier, Mais vous trouvez la carapace bleue intolérable? Expliquez-nous, c'est pourtant une institution. Vous Répondez, savez, Jean Massier, répondez. Écoutez, cher détesté et détestable contradicteur, bien évidemment que la carapace bleue est absolument intolérable. Ce n'est rien de plus qu'une annulation totale de toute forme de mérite au sein de la partie. Voilà. Je sais qu'il y a des gens qui développent des thèses un peu vaseuses comme quoi le mérite n'existe pas. N'empêche que quand tu as réussi à galérer pendant toute une course à te maintenir devant, t'as cette espèce d'injustice qui se rappelle à toi et qui s'appelle la carapace bleue. Et moi, je trouve ça intolérable d'un point de vue éthique. évidemment, Jean Massier, que vous pensez cela, évidemment. Et vous oubliez tout ce qu'il y a eu avant la carapace bleue. Vous oubliez le premier cadeau. Le premier cadeau sur lequel vous roulez pendant la course et qui vous donne au hasard, aux chances, 3 carapaces rouges grâce auxquelles vous conquérez une première place dont vous allez nous dire qu'elle est due au mérite, dont vous allez nous dire qu'elle est due à votre talent, au fait que vous conduisez bien, alors qu'en réalité, on sait bien que ce sera à cause de quoi? D'une inégalité de départ, de ces 3 carapaces rouges que la vie vous aura donné. Moi, je pense, vos compétiteurs, moi je pense qu'au contraire, la carapace bleue, c'est remettre tout le monde dans le même bateau, au même point. Permettre à celui qui, au lieu des 3 carapaces rouges, aura commencé avec une putain de petite banane de merde, eh bien celui-là, celui qui sera parti avec tant de désavantages, il aura une chance de remonter un peu la pente. Et c'est ça, au fond, que vous détestez, Jean Massier. Ce que vous détestez. Restez poli, hein, Victor C'est que Klementovitch. ceux qui ont eu moins que vous puissent vous rejoindre sur l'Olympe. Alors moi, ça m'a toujours fait rire. Ça m'a toujours fait rire quand on m'expliquait que tout le monde était à égalité dans cette course sur Mario Kart. Absolument pas. On sait très très bien et tout le monde le sait. Et vous le savez, vous aussi, Clément Viktorovitch, même si vous le faites semblant de le découvrir aujourd'hui, vous savez que l'algorithme du jeu est fait de telle manière que ceux qui sont les plus en retard, comme par hasard, tombent sur les choses les plus valeureuses, les plus valorisables, évidemment. La fameuse étoile jaune, le fameux champignon qui va bien, et comme par hasard, cette saloperie de carapace bleue. Donc, ces espèces de principes d'égalité vaseux, je n'y crois pas un quart de seconde. Et je continue à défendre l'idée que la carapace bleue, finalement, c'est une espèce de guillotine un peu aléatoire qui décide de rebattre les cartes comme ça, en faisant finalement fi de tous les efforts qui ont pu être faits pendant la partie. La notion de skill disparaît complètement, la casualisation du jeu vidéo est en place, et tout ça pour qu'on continue à en acheter. Et moi, je ne mangerai pas de ce pain-là. Voilà. Vous êtes bien à l'heure des pro gamers. Avec, on est toujours avec Clément Viktorovitch mal orthographié et avec Jean Massier. Pour ou contre la carapace bleue dans Mario Kart. Et il y a une question qu'on n'a pas posée, mais peut-être que ça dépend des Mario Kart, non, Clément Viktorovitch? Non, moi je crois que de tout temps, la carapace bleue, c'est la chance pour le dernier de regagner quelques places, et c'est l'angoisse pour le premier de ne pas le rester éternellement. Parce que on a tous eu cet ami, on le connaît, celui qui, oui, il a eu la chance de pouvoir glander jour après jour parce que ses parents, quand il en faisait de l'entraînement sur Mario Kart, on a tous eu cet ami qui était tout le temps premier. Parce qu'il est meilleur, parce qu'il a plus joué, parce qu'il a eu la chance de plus jouer, et qui ne connaît plus aucune angoisse, qui est là en train de pérorer en tête du circuit pendant que les autres traînent derrière, dans la boue, sans rien faire. Moi, je crois que la carapace bleue, non seulement permet à ceux qui sont derrière d'avoir une chance, remet un peu d'équité, un peu d'égalité, je sais bien que ce sont devenus de gros mots, mais voilà, remet les gens un peu au même endroit, un peu dans le même bateau, ce bateau qu'on nomme d'ailleurs la République, mon cher Jean Massier, vous semblez l'oublier, mais même pour le premier, revoilà quoi? Revoilà un peu d'incertitude, un peu d'angoisse, un peu d'excitation. Au fond,
la carapace bleue, c'est bon pour tout le monde. Ça permet à ceux qui n'avaient rien d'avoir un petit quelque chose, et ça permet à ceux qui avaient tout de se remettre dans le game et d'avoir un retour. On va bientôt terminer cette émission, mais Jean Massier, vous aviez déclaré la carapace bleue, utiliser une carapace bleue, finalement, c'est un petit peu du terrorisme. Vous assumez Alors, je l'ai dit, tout d'abord, je tiens à rappeler à l'ensemble de nos auditeurs qui nous regardent actuellement que parler de République à propos de Mario Kart, c'est se foutre de la gueule du monde. Évidemment qu'on est bien en monarchie sur Mario. Mais enfin bon, laissons passer ce sophisme un peu naze de la part de Clément Viktorovitch pour revenir effectivement sur effectivement cette attaque finalement lâche. C'est la lâcheté même, la carapace bleue. C'est vraiment le déclenchement d'une espèce d'attaque de loin comme ça. C'est même pas quelque chose de hasardeux finalement, parce que le hasard pourrait. Merci Jean Massier, de toute façon c'est fini. C'est fini, il est 17h59, on va rendre l'antenne. Les gens ont majoritairement voté pour, et que je trouve que ma minorité est une preuve d'intelligence et d'argumentation. Voilà, c'est le usulométrie est disponible pour ou contre la carapace bleue. Vous votez. Hein, moi, alors, faut formuler la question comme un vrai brunémétrie. La carapace bleue, c'est quand même un truc de feignasse. Vrai, d'accord, pas d'accord. Le usulométrie. Voilà, à vous de créer ça. Après, moi, j'ai pas le temps. Mais merci Clément d'être venu, parce que là, on a fini notre heure. Merci de t'être prêté à ce jeu et aux questions avant. J'ai essayé de pas te ménager, parce qu'après, c'est copinage consanguin et dégueulasse, hein, évidemment. Exactement. J'ai essayé de chercher la petite bête. Écoute, j'ai fait quelques interviews ces dernières semaines, dont une parue dans l'idée aujourd'hui, et je dois dire que je pense que celle-ci est de grande qualité. En tout cas, sans déconner, j'étais hyper heureux et enchanté d'être parmi vous. Et bravo pour ce stream. Je trouve ça tellement enthousiasmant. Bravo, les amis. Eh ben merci à toi d'être venu. Merci Jean d'avoir participé à cette émission spéciale. Nous on se retrouve demain midi avec Mathilde Larère vers midi pour parler de l'histoire des luttes, l'histoire des révolutions et l'histoire des grèves. Et puis on va recéder la parole et l'écran et l'antenne à JD. Est-ce que t'es là JD, Mr JD, pour la suite de Super Macron 64? Il est pas là, hein, il est pas là. Donc je sais pas comment on fait. Faut qu'il vienne faire le 1, 2, 3 ici en fait. Ouais, mais il est même pas sur le serveur Discord. À mon avis, il est en train de se toucher ou de pisser, je sais pas. Mais peut-être qu'il est devenu fou à cause de la première partie. C'est possible, parce que c'est vrai que c'est un peu le vomitron, la tête de Macron absolument partout sur Mario. En tout cas, vous avez aussi été exceptionnel dans le chat, parce qu'on a mis du temps avant d'arriver aux 38 000. Mais une fois qu'on est arrivé aux 38 000, on a monté là, on est à 38 656 chez moi. C'est énorme, je peux pas citer tout le monde, mais je vais essayer d'en citer quelques-uns quand même. En mettant à jour, voilà. Merci Monsieur Tue le Monde, merci Monsieur Poulet Braisé, ah ouais Braise comme la Bretagne, j'ai compris. Un illustre inconnu, le klaxon de Mario Kart 8, Poplit 34, Sewer Surfer et Rourum qui a fait le don de 200 boules aussi. Clément, je t'aime. Enfin, je pense qu'il fallait le lire ça. Hein. Alors, ça fait plaisir, moi aussi je t'aime. T'es très populaire, hein, très populaire. Coucou. Oui, il n'y a pas grand chose à répondre à ça, je suis d'accord, je n'attendais pas. Donc très bien. Par contre, là, moi je suis tout seul en galère, il va falloir que Mister J revienne. C'est bon, il est arrivé ? Je suis là, mais il me faudrait encore 5 petites minutes si possible. Est-ce que c'est jouable ? On te les accorde. Oui, c'est jouable, oui. Bon, je reviens dans moins de 5 minutes. Eh bah alors, allez, 2-3 questions bonus qui viendraient du chat. Si vous avez une question pour Clément avant qu'il s'en aille, parce que toi t'as une soirée ce soir. Oui, voilà, on essaye d'avoir une petite vie quand même. Fait comme on peut. Hein, t'as pas fait ça pour le champagne et la coke, mais enfin quand il y en a, bon, tu dis pas non, t'y vas quoi. Encore que les soirées Canal+, ça a beaucoup changé depuis que Bolloré est arrivé, mais enfin bon, voilà. Ouais, c'est plus comme avant. Pour de vrai, j'y suis pas trop invité aux soirées. Enfin, alors soit il y en a plus, soit il y en a et je suis pas sur la liste, mais ce que j'exclus pas, hein, mais je suis pas trop invité. Bon, tu t'es déjà exprimé là-dessus, mais il y a des gens qui te demandent alors tes années pro, quoi. Les années Pascal Pro, voilà, comment t'en reviens C'est une question assez classique, mais elle vient du chat, elle vient du blog. Ouais, mais c'est... En fait, les années Pascal Pro, elles sont disponibles en replay. Hein. Il suffit d'aller voir la saison de l'heure des pros 2017-2018, ça résume ce qui s'est passé. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est hyper formateur, mais
les 2 ans que j'ai passé sur CNews, on en pense ce qu'on veut, on pourrait en débattre. Enfin, moi, j'ai pas de problème à en discuter, et c'est vraiment pas un moment. Enfin, c'est un moment intéressant, je trouve, en tout cas moi de ma formation. Et c'est hyper formateur. C'est hyper formateur. J'ai pris du level en joute oratoire à vitesse grand V, Ouais. parce que bah on est bien obligé, quoi. On est bien obligé. Et non, c'était intéressant. Et Et il après, est sympa, en vrai, il est sympa. mais évidemment, mais Pascal, c'est un type qui est adorable. Enfin, on est d'accord sur à peu près rien avec Pascal, mais par contre, humainement, c'est un type qui est génial. À la fin de la première saison, quand moi j'ai dit à CNews que je voulais arrêter l'heure des pros parce que ça me convenait plus pour plein de raisons, Pascal Merci. aurait très bien pu dire, bon bah ok, bah ciao quoi. Si vous voulez partir, vous partez, mais vous partez de la chaîne. Et c'est des choses qui se font dans le milieu télévisuel. Et en fait, il a fait le contraire. Il a dit bon bah ok, pas de souci, vous partez de l'émission, restez au moins sur la chaîne. Et c'est lui qui a été voir Laurence Ferrari en lui disant Laurence, il y a Clément, enfin est-ce que tu veux récupérer Clément? Et ça, c'est une élégance que tout le monde n'aurait pas eu. Enfin, vraiment, que tout le monde n'aurait pas eu. Donc non, c'est un type qui est super. Après, idéologiquement, bah bon, on en pense ce qu'on veut, quoi. T'es bon là, JD, ou dernière question? Je suis bon. Bon, très bien. Donc on va se quitter là. Merci beaucoup d'être venu et d'avoir pris, même débordé 5 minutes en plus. On te laisse te faire beau. Et merci Jean, merci le public du stream, et merci les gens qui ont soutenu la caisse de grève. Et encore une fois, merci aux modérateurs. Merci à toutes celles et tous ceux qui ont rendu ce genre de stream possible et ce genre de bons moments aussi, parce qu'on va passer un bon moment. Et j'espère qu'il y en aura d'autres et que tout ça va être reconduit pour mettre un bon coup de pression. JD, je te cède la parole et je te cède le... Le top. Ouais, le top, hein, on avait dit quoi? 3-2-1, nous on fait. Nous. Oui. Oui. Attends, j'ouvre, voilà, c'est bon. 3, on est bon, hein? Vas-y, quand tu veux. 3, 2, 1.